This program was brought to you by Globus. Merci de nous retrouver au cœur de cette autre livraison du regard sur le monde, émission bien entendu qui jouit d'un accompagnement de nos amis de Globus, de la Fédération de Russie. Deux sujets en débat, du moins pour cette autre édition. C'est donc la démarche des États-Unis qui veulent donc désormais trouver des terres d'accueil pour les ressortissants africains qui vont donc connaître une forme d'expulsion territoriale. La dernière nation qui vient donc d'ouvrir ses frontières à une démarche jugée assez anachronique. C'est donc le Ghana qui a décidé de recevoir de manière beaucoup plus précise les ressortissants de la zone ouest africaine, au moment où le président Donald Trump ne cesse donc de brandir la carte d'une véritable guerre économique avec les États, plusieurs États à travers le monde, notamment le continent africain. Le gouvernement ghanéen a-t-il finalement cédé face donc aux pressions américaines en décidant d'accueillir sur son territoire les citoyens africains, du moins de la zone ouest africaine, qui seront finalement chassés dans du territoire américain? On y reviendra et tenter de voir en profondeur les conséquences d'une telle démarche au moment où, pas plus tard que la semaine dernière, des ressortissants nigérians ont fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse locale, puisque expulsés dans leur territoire respectif alors qu'ils estimaient être en véritable en difficulté, du moins avec le gouvernement en place. Ces derniers auraient été embastillés donc du côté du Nigeria. On fera le point avec nos invités qui nous retrouvent dans le cadre de cette émission. Et puis en seconde, on dira un mot autour de cette élection générale donc prévue du côté de la Tanzanie dans 10 jours précisément. La tension est clairement à son paroxysme avec notamment le Chadema qui a donc été exclu de cette présidentielle après son refus donc de signer un code de conduite électorale imposé par la commission électorale de ce pays-là. Luanga Pina, candidat de l'ACT Ouazalendo, également disqualifié. La présidente du CCM qui n'est nul autre que Soulou, qui a donc succédé au président John Magufuli, à la lourde responsabilité donc bien entendu de porter le parti à cette élection présidentielle. Mais justement, parlant de John Magufuli qui avait posé véritablement les bases d'une orientation politique assez claire vis-à-vis de l'impérialisme occidental, est-ce que l'actuelle présidente a-t-elle véritablement tenu le pari d'une telle vision, ou du moins d'une telle orientation géopolitique? Nos experts feront le point avec nous et on en parlera donc dans le cadre de cette émission qui s'ouvre à l'instant. Regard sur le monde. Juste après la transition, on retrouve nos invités qui sont confortablement installés avec nous. Regard sur le monde qui s'ouvre donc en partenariat, on vous l'a dit, avec Globus. On retrouve rapidement nos invités. Docteur Achille, que vous êtes expert en haute finance, PDG de Washington Valuation Group, basé donc effectivement à Washington, auteur, mais surtout panafricaniste. On est très heureux de vous retrouver au cœur de ce pays de l'oncle Sam, qui ne cesse donc bien entendu de défrayer la chronique, du moins ce qui semble être désormais au cœur même de l'actualité géopolitique mondiale. Bienvenue, docteur. Et ravi de vous retrouver après une période intense où j'étais à plusieurs conférences, n'est-ce pas, sur la haute finance et les banques d'investissement ici aux États-Unis. Je n'ai pas pu être des vôtres dans plusieurs débats qui sont importants pour, n'est-ce pas, l'avenir de l'Afrique, notre continent cher. Donc, je suis ravi d'être des vôtres. Merci pour l'invitation. Ali, merci infiniment à vous. Docteur, on va très rapidement retrouver à vos côtés. Professeur Tapé Goubera, vous êtes enseignant-chercheur, mais surtout président du MORAF, Mouvement pour la Renaissance africaine. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver, cher aîné. Merci d'être la bienvenue. Bonsoir, Fadil Pindon. Je salue la direction de Pan-African TV. Je salue tous les nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne. Je salue les techniciens, sans oublier tous mes frères panélistes que vous allez présenter. En premier, vous avez présenté le docteur Achille que je salue avec respect. Merci pour l'invitation.
Allez, on aura dans un court instant Inassé Adama qui est le responsable de la communication au sein de l'ONG Planète Jeune Panafricaniste, eh bien, piloté, diligenté par l'intrépide, on va dire, Nestor Podassi. On ne sait pas si on l'a directement avec nous. Inassé Adama, est-ce que vous nous recevez? Bienvenue à vous. Allez, le temps pour la réaction de nous permettre de la voir très rapidement. Docteur, vous êtes aux États-Unis et c'est d'ailleurs un plaisir pour nous de vous avoir parce qu'on va tenter de comprendre la démarche du gouvernement états-unien, surtout de la politique de Donald Trump qui veut donc clairement mettre on va dire, de manière peut-être brutale, c'est mon expression en attendant votre analyse, le fameux projet MAGA, Make America Great Again, et ça passe effectivement par une forme de protectionnisme, peut-être à outrance, un protectionnisme économique et même un protectionnisme social qui vise donc notamment à mettre l'Américain au cœur de l'agenda politique social des États-Unis. American First, on est là en plein dans le projet Donald Trump qui veut donc clairement, on va dire, créer de la place pour les Américains, ou alors c'est une forme, en tout cas, une forme déguisée de fascisme que nous vivons avec notamment cette volonté d'expulser désormais ceux des Africains qui seraient soit indélicats ou du moins qui poseraient, disons-le clairement, des problèmes à l'administration Trump. Bon, écoutez, c'est la deuxième administration Trump qu'on vit là. Ce n'est pas la première. La première a été, on savait un petit peu ce qu'il se passait. Cette fois-ci, je pense qu'ils sont en train de multiplier leurs efforts pour continuer à perpétuer, n'est-ce pas, cette vision assez probablement raciste, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la vie aux États-Unis. Je pense que beaucoup d'organisations civiles, human rights et tout ça décrit les méthodes de Trump. Et les tribunaux font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, la Cour suprême aux États-Unis est un acquis pour Trump parce que ils ont il y a 6 républicains là-bas contre 3 démocrates, ce qui fait que véritablement, c'est très difficile que la Cour suprême prenne une décision qui ne soit pas, n'est-ce pas, à son avantage, enfin à l'avantage de Trump. 6 contre 3, c'est vraiment... Et ça, c'est la faute énorme que Obama, n'est-ce pas, a commise lors de son administration. Lorsqu'au moment de remplacer un démocrate, il a laissé la pression que lui a faite n'est-ce pas, les républicains au Sénat, n'est-ce pas, et il n'a pas pu mettre n'est-ce pas, un démocrate, n'est-ce pas, à la place d'un autre démocrate qui était parti, qui était décédé. Alors, ce qui fait que véritablement, maintenant, on se rend compte que ça a des effets terribles, n'est-ce pas, dans tout le pays, parce que Trump vraiment utilise la Cour suprême comme son arrière-cour. Hein. Il ne se casse pas. Tout ce qui se passe dans les cours, dans les tribunaux, en dessous de la Cour suprême, ils ne lui disent vraiment rien. Tout ce qui se passe, il s'en fout. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il demande à la Cour suprême, donnez-moi le droit d'expulser telle ou telle, de violer telle ou telle loi, d'enlever la nationalité à telle ou telle personne, n'est-ce pas, etc., de renvoyer des gens qui sont même en situation légale chez eux, etc. Ce qui fait que vraisemblablement, on a l'impression qu'on est dans une tyrannie qui ne dit pas son nom et, n'est-ce pas, des décisions malencontreuses sont prises. Alors que on aurait pu éviter tout cela si les choses marchaient bien, comme n'est-ce pas, à l'époque. Mais, Trump est ce qu'il est, donc il a un programme, il veut satisfaire ses supporters et donc il fera tout ce qui est de son possible pour, n'est-ce pas, satisfaire cette auditoire et en se faisant, quelles que soient les conséquences, à son avis, ce n'est pas nécessaire. L'important pour lui, c'est de gagner les cœurs de ses supporters. Donc, voilà un peu comment on peut dire ça. Mais je pense que nous avons des choses à dire, n'est-ce pas, par rapport à l'Afrique. L'Afrique qui participe, n'est-ce pas, à cette combine-là. L'Afrique n'a pas vocation à devenir la salle d'attente des politiques migratoires occidentales, n'est-ce pas? Et le Ghana, particulièrement, en se présentant comme simple pays de transit, n'est-ce pas, prend le risque d'installer, n'est-ce pas, un précédent dangereux. Alors, la normalisation d'un sous-traitant, n'est-ce pas, du refoulement, n'est-ce pas, sape à la fois le droit d'asile et la dignité panafricaine. Donc, le langage de la solidarité ne doit pas
servir, n'est-ce pas, de voile à des dispositifs qui exposent les Africains à la persécution et même à la torture, n'est-ce pas, et même déposséder les juridictions africaines de leur devoir de contrôle, n'est-ce pas, dont ils se prévalent. Alors la véritable solidarité panafricaine, n'est-ce pas, commence par 3 exigences. Et on sait qu'à la tête du Ghana, il y a un président qui, à mon avis, je pense qu'il se disait panafricain, puisqu'il soutient, n'est-ce pas, le projet de l'AES et d'autres pays. Et donc la souveraineté juridique, n'est-ce pas, ce sont alors il y a des exigences, n'est-ce pas, qu'il faut tenir en compte. La souveraineté juridique, n'est-ce pas, la protection des droits et la consultation régionale effective, n'est-ce pas, surtout lorsqu'il s'agit des vies qui sont en jeu et des décisions judiciaires étrangères qui sont reconnues très risquées pour ces personnes-là. Donc, si le Ghana accepte, n'est-ce pas, ce type de proposition, sans ratification parlementaire, n'est-ce pas, non, et sans cadre juridique approprié, que ce soit au sein de la CEDEAO ou d'autres entités, n'est-ce pas, ce genre de transfert d'étrangers qui atterrissent menottés au Ghana, n'est-ce pas, peuvent créer énormément de frustration. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la communauté africaine et un peu partout en Afrique par rapport à ce comportement. Alors, donc, en tant que panafricain contemporain, cette posture n'est pas acceptable et les politiques publiques exigeantes, n'est-ce pas, de nos États doivent être mises en exergue pour éviter ces raccourcis qui font toujours la part belle aux Occidentaux. Même de la vision MAGA portée par Donald Trump, même si elle peut aujourd'hui véritablement fâcher, hein, côté africain, même côté occidental, la démarche qui est prise notamment pour régler une question, une question interne, une question qui pouvait trouver notamment d'autres palliatifs en termes de gestion des citoyens qui seraient dans une situation irrégulière en territoire américain pour se faire taper Goubera. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, je pense que tout à l'heure, le docteur a parlé d'une situation, enfin, a décrit un peu le contexte. Je voudrais, si vous permettez bien, ajouter quelques éléments parce que, en fait, ce qui se passe au-delà du Ghana, ce n'est pas pour excuser le Ghana, mais il y a une fâcheuse situation dans laquelle les dirigeants africains se compromettent en acceptant ce que je pourrais appeler, ce qu'on pourrait appeler, je vais dire d'abord les déchets. Il y a eu d'abord les déchets toxiques. Ensuite, aujourd'hui, on veut parler de ce qu'on appelle, qui sont en réalité, que les gens de l'autre côté estiment que même ce sont des citoyens qu'ils estiment que ce sont des déchets. Parce qu'on explique ce genre-là, il faut savoir que la plupart du temps, c'est des gens qui ont fait la prison ou qui sont trempés dans des situations illégales. Et donc, on essaie d'expulser. Et qui, manifestement, sont souvent même pas des personnes qui sont du continent, mais à savoir l'Afrique. Vous avez le cas de l'Eswatini, qui dans la zone de l'Afrique du Sud, déjà, qui le 15 juillet a accepté, 5 migrants. Vous avez le Soudan, vous avez le Rwanda. Le Rwanda, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que le Rwanda est dans une situation, bien qu'elle ait accepté ce qui se passe, mais elle a aussi été, les dirigeants rwandais, le régime de Paul Kagame, est celui-là même qui, en avril 2022, a construit avec M. Boris Johnson cet accord lui permettant d'envoyer sur son territoire. On sait que le Rwanda est un très petit pays où même nous, en Afrique, on n'a même pas le temps. Je veux dire, nous, les Rwandais, je m'inscris comme Rwandais, on a très peu d'espace, mais encore, ils acceptent d'envoyer sur ce territoire-là des personnes qui sont des indésirables dans ces différents pays-là et qu'on accepte. Et le Rwanda avait reçu à son époque de 540, près de 310 millions de dollars des États, qu'on appelle du Royaume-Uni.
Mais en fait, ils n'ont pas reçu la totalité parce qu'à un moment donné, la Cour constitutionnelle là-bas a trouvé que le projet était illégal. N'eût été cela, au début, on devait déverser sur le petit territoire du Rwanda des nombreux migrants que là-bas qui sont rejetés au Rwanda. Donc, je ferme cette parenthèse et le Ghana fait partie je crois que c'est le 4e pays maintenant. Je vous ai dit donc il y en a le Soudan, les Swatini, comment on appelle, le Rwanda et maintenant le Ghana. Et je ne comprends pas cette attitude. Bon, maintenant, à travers ce que vous avez dit, ils ont décidé d'après d'accueillir des Africains. Si tel est le cas, bon, je pense qu'il y a d'abord une entité que je pense qui est l'Union africaine. Je pense que d'abord, la première des choses, il devait s'en référer pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on accueille favorablement ces Africains. On peut accepter que, par exemple, des Ivoiriens ou des Camerounais qui, compte tenu peut-être d'une facilité, peuvent être accueillis au Ghana. Du Ghana, ils vont arriver en Côte d'Ivoire. Du Ghana, ils vont arriver au Cameroun. Du Ghana, ils vont arriver au Mali. Mais si c'est une manière de recevoir tel que ça se passe, parce que souvent, les noms qui sont cités, c'est des gens qui viennent de Laos, de la Jamaïque et autres. Ben, on est d'accord que ce soit des Jamaïcains, ce sont nos frères. Là-bas, les gens disent, puisque beaucoup sont des Africains ou des Afro-descendants, on est d'accord. On ne va pas dire qu'on va accueillir des gens qui sont... je veux bien que l'Afrique accueille des gens, mais pas tout le monde. Mais surtout si ce sont des gens qui ont commis des délits et que ces gens-là qui sont soi-disant dits dangereux et que nous, seulement, c'est sur notre territoire, sous prétexte qu'on ne veut pas les accueillir. Voilà tout ce que je pourrais dire d'emblée en ce qui concerne cela, et que le gouvernement Trump et accepte de vider sur son territoire et de faire plaisir à ses électeurs. Il faut aussi que nos dirigeants acceptent de savoir que, de la même manière Trump peut faire plaisir à ses électeurs, ils doivent se tourner vers l'Afrique pour dire, mais ce que je fais, est-ce que c'est contraire aux valeurs africaines, ou bien c'est en faveur des valeurs africaines, est-ce que je fais, c'est pour le pays tout entier, est-ce que ça servira comme ces personnes qui viennent? Parce que eux, ils sont prêts à venir prendre en Afrique des gens, les cerveaux, mais par contre, ceux qui ne sont pas des cerveaux, ils sont prêts à les envoyer en Afrique. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Merci à vous pour cette appel Koubera. Inassi Adama vous reçoit avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication au sein de l'ONG Planète Jeune Panafricaniste, dirigé, diligenté, tenu de main de maître par votre compatriote Nestor Podassi. On vous a quand même beaucoup d'intérêt au moment où effectivement d'abord, intéressons-nous sur la forme de la démarche américaine en attendant effectivement de nous pencher sur le cas du président ghanéen qui, on l'a senti très rapidement au lendemain de sa prise de pouvoir, se rapprocher, on va dire, des gouvernements panafricanistes au sein de l'AES pour tenter d'apprécier sa démarche. Alors, quelle lecture faites-vous en tout cas de l'approche américaine sur la question des citoyens africains qui seraient peut-être indélicats du côté des États-Unis, pour lesquels il faudra, du moins Donald Trump pense effectivement que ces derniers doivent être véritablement déportés vers des territoires, finalement, passez-moi l'expression, vers des centres d'accueil agréés donc à travers le continent africain. D'aucuns ont tenté de revenir, ont tenté de les énumérer, le cas du Rwanda et bien d'autres pays. Merci pour la question. Pour nous, il faut noter que les États-Unis sont toujours dans ce système-là de minimiser la valeur de l'Africain. Il faut noter que les États-Unis sont dans leur dynamique quotidienne et sont en train de chercher des solutions à leurs problèmes. Et pour eux, la première solution, c'est d'éloigner peut-être ceux-là qui sont en train d'envahir leur territoire. Il faut noter qu'actuellement, avec la redistribution des cartes géopolitiques, économiques et géostratégiques, il faut savoir que les États-Unis, comme les pays occidentaux, se situent dans des difficultés économiques et ils sont en train de voir quelles sont les voies et moyens qu'ils peuvent utiliser pour peut-être revenir à un certain niveau. Et pour eux, comme je l'ai dit, nous, notre vision, c'est tout le temps dénigrer l'Africain et ils trouvent que c'est l'Africain le problème. Mais ce n'est pas n'importe quel Africain, c'est les Africains peut-être qui pour eux ne sont pas rentables à leur économie. Sinon, comme le prédécesseur doyen Tapé l'a dit, les intellectuels, ceux qui sont économiquement rentables, intellectuellement rentables, ceux-là ne sont pas refoulés.
mais les autres, si je dis les autres, ceux-là qui n'arrivent pas qui n'ont pas une plus-value, sont ceux-là qui sont rejetés. Et c'est le plus souvent les Africains qui sont le plus soumis à cet exercice-là. Mais ce qui nous indigne ici est que ce sont nos propres pays africains qui sont utilisés pour malmener nos propres frères africains. On a vu le cas de la Mauritanie, on a vu le cas du Maroc avec l'Union européenne. Voilà maintenant que les États-Unis sont dans la danse et ce sont nos pays africains qui se permettent d'accepter. Si, comme le Ghana le dit, que c'est pour une solidarité ou que c'est pour le panafricanisme, naturellement, ces refoulés ne doivent pas être des personnes menottées, ne doivent pas être des personnes exclues de la société américaine qu'on doit envoyer chez nous les Africains. Et là encore, moi je m'indigne parce que le panafricanisme ne doit pas s'engager dans des histoires floues, dans des histoires pas claires, dans des histoires qui ne vont pas dans la défense des intérêts des Africains. Alors, si le Ghana voudrait vraiment prôner le panafricanisme, c'est de défendre ces hommes-là en étant sur le territoire américain. Parce qu'en les déportant chez nous ici, on les prive de leur activité, on les enlève dans leur activité. Peut-être même d'autres sont enlevés auprès de leurs parents et ils sont envoyés chez nous en Afrique ici. Et dans quelles conditions ils sont envoyés en tant que prisonniers? Sinon, une personne libre n'est pas enchaînée, n'est pas menottée et on ne cherche pas à l'envoyer loin de son territoire, loin de son pays natal et chercher un point de chute. Donc ici, moi je pense que les Africains et surtout le président ghanéen, il doit revoir sa copie. Si c'est pour le panafricanisme, il doit plutôt revoir sa copie, revoir sa diplomatie, mais aussi ne pas tenir compte des contraintes économiques dans lesquelles son prédécesseur président l'a mis et se compromettre avec les politiques américaines. Du moment où le président américain souhaite faire plaisir à ses supporters, à son peuple, comme mon doyen l'a dit, il faut que nos présidents africains aussi cherchent à plaire à nos peuples, cherchent à aller dans les intérêts de nos peuples. Solidarité, oui, mais en pleine et due forme et de manière digne et respectueuse. Merci, docteur. Je retrouve, et je voudrais, docteur Achilleke, essayer d'évoquer avec vous un volet peut-être assez économique de la démarche du président américain Donald Trump. Certains analystes pensent effectivement que la démarche du président ghanéen eh bien, fait suite à la pression fiscale qu'aurait donc imposé Washington sur les produits ghanéens qui pourraient avoir accès notamment au marché américain. Est-ce que dans le fond, donc, la posture ghanéenne vise peut-être à préserver un marché qui lui est peut-être acquis et assez accessible, les États-Unis en l'occurrence, et aurait donc finalement accepté, pas seulement l'expression, ce deal unique? Ouais, mais il faut. Ça, c'est trop facile, hein. Vraiment, c'est trop facile de céder à la pression, n'est-ce pas, de Trump par rapport aux tarifs éventuels, n'est-ce pas, qu'il pourrait appliquer aux produits ghanéens qui arrivent aux États-Unis. Je pense que accepter des criminels ou des gens qui sont en situation, n'est-ce pas, soi-disant, parce que dans tout ce travail, dans tout ce désordre-là, n'est-ce pas, ça dit qu'on arrête des gens comme ça en route. Et parfois, il y a des Américains, on a connu plusieurs cas comme ça, des citoyens américains qui sont refoulés dans d'autres pays, et puis ça pose des problèmes. Il y a des gens qui sont en situation légale, même. C'est-à-dire qu'on ramasse, dès que vous êtes soupçonné, dès qu'on a l'impression que, allez, on vous ramasse, on vous met dedans, et puis c'est après qu'on verra. Donc, alors, moi, je dis, si on accepte ce précédent, je pense que l'Union africaine, les pays africains doivent refuser cette méthode-là. Parce que si on accepte ça, ça va devenir le mode opératoire de tous les pays européens. Et il y a beaucoup d'Africains en Europe, en France, et tout ça. Ça va être leur mode opératoire et ils vont commencer à créer des deals avec des présidents africains qui sont corrompus, qui sont à leur disposition. Et ça va être du business, n'est-ce pas, très facile, très rentable pour l'extrême droite, n'est-ce pas, dans ces pays-là, qui est favorable à cette façon de fonctionner. Donc je pense qu'il faut sévir, il faut refuser cela. Il faut une condamnation même de l'Union africaine par rapport à cette pratique pour qu'elle arrête, pour qu'elle cesse. Parce que je vous assure, si on laisse ça passer, ça va créer une situation, on va se dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là?
tous n'est-ce pas, les criminels européens, n'est-ce pas, vont être envoyés ici. Ce n'est pas seulement les Africains qui vont être envoyés. Même les Européens, les Sud-Américains, tous seront envoyés en Afrique et ils adorent ce genre de choses-là. Pour eux, se débarrasser, n'est-ce pas, des personnes nuisibles et les jeter en Afrique, ça encore, et ça pourra alimenter même le terrorisme, pourquoi pas? Hein? On vous envoie des gens avec des armes, on vous dit, bon, si vous acceptez d'aller en Afrique, on va vous payer telle chose pourvu que vous joignez tel groupe, et puis voilà, voilà, voilà. Et c'est tout ça, c'est pour financer le terrorisme. Ce sont des techniques, je pense qu'ils sont en train de tâter le terrain et de voir si ça va marcher. L'Angleterre a commencé il y a quelques années avec le Rwanda. Malheureusement, n'est-ce pas, la Cour suprême anglaise a refusé cela, a rejeté ça. Et les Américains également continuent dans cette voie. Bientôt, ce sera les Français. Et vous savez, quand les Européens commencent à entrer dans une voie pour eux qui semble être la voie idéale, mais ils y vont, n'est-ce pas, à cœur joie, et puis à coup de corruption, n'est-ce pas, des leaders, et puis ça devient notre business, ça devient une autre calamité pour l'Afrique de recevoir toute la merde du monde. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut refuser cela, quels que soient les arguments, que ce soit les pressions de Trump par rapport aux tarifs qu'il aurait imposé à qui que ce soit, à quelques pays que ce soit. Je pense qu'il faut rejeter cela en bloc et, n'est-ce pas, s'en tenir aux droits de l'homme, n'est-ce pas, au respect, n'est-ce pas, des droits de ces personnes. Ils demeurent toutes des personnes. C'est pas parce qu'à un moment donné, vos documents ont expiré ou alors qu'il y a un crime qui a été commis. Il y a des crimes qui vous arrivent, parfois vous n'êtes même pas responsable. Vous êtes dans une situation, vous roulez, subitement quelqu'un traverse la route et puis vous le cognez. La personne est décédée, mais vous n'êtes pas un criminel naturellement, mais vous êtes condamné parce que vous avez tué quelqu'un. Mais ce n'est pas de votre bon vouloir. Peut-être que cette personne était droguée, peut-être qu'elle était suicidaire, elle tombe devant vous, mais vous n'avez pas le temps de freiner, vous tapez, vous cognez la personne, n'est-ce pas, décède. Devenez comme ça un criminel sans l'avoir voulu. Il y a plusieurs situations comme ça où les gens sont en prison, pas parce qu'ils voulaient, mais c'est parce que des situations se sont présentées qu'ils ne pouvaient pas échapper, ils ne pouvaient pas esquiver. Donc, ce sont des choses il faut bien réfléchir et refuser cela, surtout que l'Afrique veut maintenant tracer sa ligne. L'Afrique veut se démarquer. On dit que l'avenir du continent, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Et nous devons donc refuser n'est-ce pas, ces tests ou bien ces méthodes de dépasser, n'est-ce pas, qu'on essaie de nous imposer. On a vu Israël vouloir envoyer les Palestiniens, je ne sais pas, au Congo, etc., dans plusieurs autres pays d'Afrique, mais c'est terrible tout ça. Tout ça, ce sont des concepts, n'est-ce pas, nazis, des concepts coloniaux, néocoloniaux, qu'il faut rejeter en bloc et je pense que l'Union africaine a un rôle à jouer là-dessus pour sensibiliser tous les États africains par rapport à cette façon de fonctionner avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Allez, merci. Merci. Professeur Tapé Goubera, vous êtes en Belgique, qui est d'ailleurs le cœur, on va le dire, de la diplomatie européenne. Alors, tout à l'heure, on a su avec beaucoup d'intérêt, docteur Assileke, qui nous rappelait d'ailleurs que cette démarche, cette démarche d'expulsion des individus de façon manu militari n'est pas qu'une exclusivité américaine. Bien d'autres États, même si le cas de l'Angleterre soit revenu effectivement à de meilleurs sentiments, mais comment est-ce que l'Union européenne et même le continent africain, l'Union africaine, tout le monde semble être finalement silencieux dans une démarche qui viserait clairement à bafouer, on va le dire, les droits humains et même les droits d'asile et même les questions de respect des conventions internationales sur les déplacements des personnes à travers le monde. On est là en face, de nous, et bien, même si beaucoup ne semblent pas encore mesurer l'impact, mais une forme de discrimination, elle peut être raciale, elle peut être de diverses sortes, mais qui passe sous silence et donc personne clairement on en parle. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a une forme de consensus finalement international contre les plus faibles, j'ai envie de le dire ainsi? Bon, je pense que c'est nous-mêmes qui nous faisons des idées, excusez-moi du terme, en croyant aux autres, pensant qu'ils sont dans une démarche qui est une démarche de logique.
Parce que j'ai dit, je mets toujours quiconque au défi de me montrer un seul acte que les Occidentaux ont posé en faveur d'une aide à l'Afrique. Ça n'existe pas. Si on va prendre les autres, là, quand on va dire qu'on ressasse le passé, mais ça n'existe pas. Donc, les gens sont dans une démarche. Avant qu'on ne commence, je parlais avec mon frère Achille Eke, le docteur, du fait que nos dirigeants, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas l'enjeu de ce qui se passe. Parce que historiquement, si on prend le temps de regarder, on se rendra compte en réalité que nos dirigeants, et moi c'est eux que j'accuse, parce que les autres, ils sont dans leur rôle d'attaque et de domination. Je me souviens qu'à l'époque, le président Laurent Gbagbo disait que lui peut comprendre la démarche, par exemple, des dirigeants français de vouloir opprimer et exploiter la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a des Ivoiriens eux-mêmes qui soient complices de cette situation. Et de nous, c'est ce que nous devons comprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut véritablement, je pense, étudier notre vraie histoire. Les Belges n'étudient pas l'histoire de l'Afrique, n'étudient pas l'histoire, ils étudient l'histoire de l'Europe, ils parlent des peuples indo-européens. Nous, on n'étudie pas l'histoire de nos peuples. On ne sait pas que, effectivement, nous avons eu des périodes très fastes. Hein. Quand on parle de l'Égypte pharaonique, les gens vont dire, mais vous faites quoi avec les pharaons? Ben oui, c'était selon moi, selon ce que j'entrevois écrit, effectivement. La question, quand on parle du panafricanisme est né, selon moi, des gens dans l'Égypte antique. Parce que quand Narmer met ensemble deux entités, nous avons ici ce que je peux appeler un panafricanisme, comment on appelle, offensif. Aujourd'hui, nous sommes dans un panafricanisme défensif, qui est là que nous sommes en train de nous défendre. Et donc, nous devons comprendre les enjeux. Et qui nous a attaqués? Depuis moins 525 de l'ère chrétienne, les gens se sont coalisés. D'abord, et comme ça, on a détruit, comment on appelle, l'Égypte pharaonique. Je dis moins 521. D'abord, vous avez l'Empire perse, vous avez ensuite les Macédoniens, ensuite les Grecs, les Romains, les Français, jusqu'à ce qu'on arrive aux Arabes, en passant, enfin, pour arriver aux Français et aux Anglais. Quand vous prenez l'empire du Ghana, hein, l'empire de Ouagadougou, il a été détruit par qui? Par les Almoravides, c'est-à-dire les Arabes, mais qui avaient à la tête un certain Pacha Dider. Je rappelle que Pacha Dider, c'est ce qu'on appelle un Mozarabe. Un Mozarabe, ce sont les Européens qui sont convertis à l'islam. Donc, si on n'étudie pas l'histoire, on ne regarde pas ce qui s'est passé, on va toujours patauger en rentrant dans l'émotion, en prenant la question de l'émotion. Oui, hein, les jugements de valeur, c'est bon, c'est pas bon. Non, 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 il faut qu'on quitte dedans. Il faut qu'on regarde. Les autres sont dans leur rôle. Les autres sont dans leur rôle. Pour regarder encore un autre élément, lorsque souvent on dit oui, que c'est lors du congrès, le fameux congrès de Berlin qui a eu lieu du 15 novembre 1884, je dis bien 15 novembre 1884 au 27 février 1885, on dit c'est là le partage de l'Afrique. En réalité, ce n'est pas véritablement là. C'est là que les Européens se sont coalisés pour dire, écoutez, lorsqu'on va, si toi, tu as eu cette partie-là, tu dis c'est à toi, on te laisse, c'est à toi. Vous voyez? Donc, ils se réunissent chaque fois qu'il y a de pouvoir attaquer les autres et ils le font de manière concertée. Donc, rien n'a véritablement changé dans leur manière de faire. Rien n'a véritablement changé. Rien n'a véritablement. Quand il y a eu, entre griffes, la fin de la guerre, c'est nous qui sommes allés, c'est nous, il n'y a personne d'autre, c'est nous qui sommes allés, ensuite on peut ajouter les Russes qui ont attaqué. Mais c'est les Africains qui sont allés aider les Européens. Une guerre qui ne nous concernait pas. Je l'ai écrit dans mon deuxième ouvrage, et De Gaulle trahit l'Afrique. C'est nous, il n'y a même pas de débat. De Gaulle a été démis, lui, sa femme et ses enfants ont été démis de leur nationalité française. Donc quand De Gaulle va passer plus de 6 mois au Cameroun, il n'était plus français. C'est une réalité. Donc, nous étions les gens, les Douala, les Camerounais, etc., on n'entendait plus parler de quelque chose. Mais quand la guerre finit, ils sont unanimes pour ne même pas qu'on parle de nous. Dans aucun manuel d'histoire en Occident, on ne parle jamais d'un seul Africain. Donc, il faut comprendre que, au-delà de ce qu'ils appellent la lutte des classes, c'est-à-dire qu'entre eux, où on parle du prolétariat et de, comment on appelle, les riches, il y a la lutte des races, qui est effectivement, dans la hiérarchisation raciale, nous sommes les derniers. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle un élément que j'ajoute, hein, que j'appelle la lutte des continents. Trump, quand il vient, quand il parle de l'Afrique, il dit cette merde. Les gens sont dans cette logique. Et quand vous regardez les manuels ici, quand on commence à parler de l'histoire, on a l'impression qu'on dit que c'était un coin où les gens, on ne les connaissait pas. Et ils le font de leur point de vue. Donc, oublions cette histoire des Européens des droits de l'homme. Ils étaient là en 2000, ils ont pris la décision de manière unanime
pour attaquer la Libye. Unanime. Moi, je prends le cas de la Belgique. À l'époque, à la tête de la Belgique, le Premier ministre était appelé M. Elie Durupo, socialiste. La décision d'aller attaquer la Libye a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale belge. J'ai confronté cela aux gens. Ils étaient un peu gênés. Ils ont dit non, eux, ils ne savaient pas, parce qu'on leur a fait comprendre que Kadhafi était en train de détruire les populations. J'ai dit en quoi ça vous concerne? Ils n'étaient pas capables de répondre. Oui, ils ont pris la décision au niveau du Parlement belge à l'unanimité d'aller attaquer un pays tiers qui ne veut pas sur leur continent. Donc, et on l'a vu, ils ont détruit la Libye. Est-ce que vous avez une fois entendu les Européens se repentir pour dire on a mal fait, on va essayer? Non, parce qu'ils adorent le chaos. C'est dans le chaos qu'ils font le business. Donc nous, arrêtons d'être, excuse-moi, d'être des mimétistes droits de l'homme. Ils n'en croient pas. Je vais finir par le dernier élément. Lorsque il y a eu l'opération spéciale de la Russie, les Européens qui ont voté une résolution que je ne sais plus, n'ont jamais été appliqués aux migrants africains. Mais ça a été appliqué spécialement aux migrants rwandais. Pardon, je dis ukrainiens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils sont les mêmes gens comme nous. Ils ont des voitures comme nous. Ils l'ont dit à la télévision ici. Peut-être comme en Afrique, vous n'avez pas peut-être accès à ce qu'ils disent, mais ils l'ont dit. Ils ont parlé ça en Angleterre. En France, c'était plus grave. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des journalistes, des soi-disant intellectuels qui sont venus le dire. Ils sont comme nous. Donc, leur vision est une vision hiérarchisée, racialisée. Donc, il ne faut pas qu'on s'asseye pour dire oui, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une question de rapport de force. Je reprends. Les droits de l'homme, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, en Europe, ici, si vous parlez mal d'Israël, vous êtes capable d'aller en prison. Alors que Israël fait ce qu'ils veulent, par exemple, en Palestine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont tenté à l'Iran les a mis à leur place. C'est tout. C'est une question de rapport de force. Tout le reste, ce n'est que du verbiage. Ne croyez jamais à ce que les Occidentaux rencontrent en ce qui concerne les droits de l'homme. Ça n'existe pas. Sinon, comment se fait-il qu'ils viennent installer leur base militaire chez nous? Pourquoi? Ils vont faire quoi? Pourquoi ils viennent installer leur base militaire? C'est dans cette logique qu'ils sont. Parce que leur considération de l'Afrique, c'est un coin perdu où il n'y a rien. Où on peut aller déverser ses déchets, où on peut aller récupérer ce qu'on veut, où on peut exploiter si on veut, parce que c'est quand même un territoire qui est vide, il n'y a personne. On prend donc un prisonnier, on le dépose quelque part pour faire ta petite plantation. Mais ils l'ont fait pendant ce qu'ils appellent la colonisation. La plupart des premiers colons qu'ils ont envoyés ici, ce sont des détenus en Europe. Ce sont des bagnards, par exemple, pour prendre le cas de la France, ce sont les bagnards qu'on a envoyés ici. Donc, quelqu'un qui était en prison, on lui dit, vous avez une possibilité, vous ne pouvez plus revenir en France. La seule possibilité qui vous est offerte, c'est que vous allez aller quelque part sur une île. Mais c'est un gars qui a fait la prison là-bas, qui n'a plus de vie, et il vient, donc lui, il s'en fout des populations qu'il trouve. Et surtout que lui, qui était prisonnier de délit, on lui fait comprendre qu'il est supérieur à cela. Si on veut, on peut s'amuser à prendre le temps de fouiller. La plupart des premiers Européens qu'on a envoyés sur le continent, on parle de colonisation, ce sont des bagnards. Quand vous prenez la banque du Sénégal, qui est l'ancêtre de la BCAO, qui a été construite en 1858, les premiers actionnaires, ce sont des esclavagistes, c'est-à-dire ceux qui ont perdu soi-disant des esclaves, pour les récompenser, ils sont devenus actionnaires. L'État français, pour prendre le cas, a fait d'eux des actionnaires. On ne récompense pas un esclave, mais on récompense l'esclavagiste parce qu'il a perdu des esclaves. Ce sont les faits, des éléments factuels qu'on peut trouver. Donc, ne restons pas dans l'émotion, excusez-moi de cette expression, je vais dire, en croyant que quand les gens écrivent droits de l'homme, ils le disent pour blaguer, sinon pour nous blaguer. Et comme nous, on adore ça. Ah oui, ils parlent de droits de l'homme, on est de la gauche, on est de la droite. Non, c'est le Parti socialiste qui a été le premier à exclure le FPI du président Laurent Gbagbo pour la première fois. Alors qu'ils étaient ensemble, membres de l'international socialiste, sans qu'il y ait une réunion. Donc, il faut que nous soyons sereins pour dire, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis quand même triste de voir que l'Union africaine ne joue jamais son rôle. Jamais, jamais son rôle. On aurait pu le voir. Moi, je suis là pour le dire avec beaucoup de, beaucoup de vigueur. Je vais finir par ça. En 2017, lorsque les Arabes ont pris le territoire de la Libye et qu'ils ont commencé à vendre nos parents, j'ai été, toute modestie mise en part, en Belgique, c'est lui qui a organisé la manifestation à l'époque. Le frère Kémy Seba est venu nous soutenir. Mais j'ai même été moi-même rencontrer le responsable de l'Union africaine à Bruxelles.
pour lui parler, pour dire qu'on organise une situation pour que tous nos frères là-bas, on leur dit pour qu'ils rentrent chez eux, les Africains subsahariens. Le monsieur qui me parle de quoi? Il dit, mais est-ce que vous avez lu l'agenda 2063? Alors que nous sommes en 2017 où on est en train de vendre des Africains au 21e siècle, comment on appelle, en Libye. Lui me parle de l'agenda 2063. Vous voyez, c'est quand même assez, je veux dire, ahurissant de comprendre que cette situation-là, les gens sont dans une... C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils sont aveugles. Donc, il nous faut des dirigeants qui sont souverainistes, qui ont peur, je veux dire, du fait que les populations ne sont pas à l'aise et qui se disent qu'ils tiennent compte de leurs préoccupations. Mais quand vous avez des gens qui ont été déposés à la tête de nos États et qui, véritablement, on les compte ouverts ici, ils sont là, etc., tout ce qu'on fait ne les préoccupe pas. Et les autres savent que ce sont des gens qui ne se préoccupent pas de leurs problèmes. Pourquoi vous voulez que les Européens s'occupent des problèmes des Africains? Surtout qu'on a cité au préalable comment un monsieur comme Paul Kagame, qui a un petit pays, est prêt à recevoir sur son territoire tous les expulsés, comment on appelle, du Royaume-Uni. Ça s'était passé en 2022. Voilà, donc c'est ce genre de personnes qui font qu'on ne les respecte pas. Donc les histoires de droits humains, excusez-moi, cher grand journaliste, vous dire, ils ne diront jamais rien parce que eux, ça ne les intéresse pas. Merci. Inacia Dama, je vous retrouve et je voudrais, vous êtes un Burkinabé très proche d'ailleurs du Ghana, que l'on puisse tenter de comprendre en profondeur la démarche du président ghanéen qui, on l'a vu recevoir en grande pompe le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Il disait d'ailleurs dans ses propos de circonstances, je le paraphrase, et bien l'AES c'est la voie à suivre. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui se retrouve dans un engrenage pareil? Je rappelle, je crois que le docteur Achileke a mentionné cela, que les individus qui sont expulsés parfois ont un casier judiciaire assez dangereux. Ces expulsions concernent donc soit des personnes soit condamnées ou accusées de délits ou présentées comme dangereuses pour la société américaine. Ce sont donc, passez-moi l'expression, ces renégats de la société qui vont être finalement accueillis chez nous. Est-ce qu'il est clair que le président ghanéen aujourd'hui s'inscrit dans une démarche qui viserait peut-être aujourd'hui à créer une forme d'instabilité avec ces citoyens d'un autre genre qui pourraient donc, qui commencent d'ailleurs à arriver dans son pays? Alors, Inacia, activez votre micro, je vous en prie. Voilà, je disais que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre le président ghanéen actuellement parce que au moment où il accueillait notre président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et les propos qu'il a eu à tenir, d'ailleurs, le capitaine aussi lui avait retourné la monnaie de sa pièce en invitant les Burkinabés qui sont là-bas de le soutenir comme on le soutient au Burkina ici et d'être de tout cœur avec lui. Moi, ici, ce qui m'inquiète est que, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, il ne faudrait pas que le président ghanéen se compromette avec les engagements de son prédécesseur. Parce que nous savons que juste avant qu'il ne vienne, le Ghana avait accentué leur coopération militaire et avait aussi des engagements économiques. Alors, du moment où, en son temps, avec l'autre président ghanéen, il avait voulu que les Américains interviennent à la frontière avec le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, je me demande si ce n'est pas toujours ces manœuvres sournoises, parce que les Américains comme les Occidentaux n'ont jamais abandonné leur projet, surtout lorsqu'ils sentent qu'un État africain est en train de leur échapper. Ça, c'est vraiment les inquiétudes que nous nous posons. Mais de manière générale, je me permets de puiser dans un adage africain qui dit qu'on ne peut pas raser la tête d'un fou à son absence. Si nous-mêmes, Africains, nous ne sommes pas capables de nous prendre au sérieux en tant que chefs d'État, de penser d'abord, premièrement, à nos peuples, que d'accepter des rejetés d'un autre État qui se dit supérieur à nous, ben, qui d'autre nous prendra au sérieux? Ça me fait revenir sur la question des droits de l'homme et des institutions internationales. Ça n'existe pas pour les Africains.
tout ce qui a été créé, soit que ce soit l'ONU, que ce soit l'Organisation internationale de la migration, que ce soit les questions de droits humains et autres, ça n'existe pas pour nous. D'ailleurs, c'est utilisé contre nous. Et si nous ne pouvons pas comprendre cela et que nous laissons aller à leur jeu, pourquoi c'est le Ghana, on vient négocier pour envoyer, pour être un point de chute de ces renégats? Vraiment, là où je suis vraiment indigné et je ne suis pas le seul. Nous, Burkinabés, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui a pris le chef d'État ghanéen. On avait grand espoir qu'il change, qu'il soit cette personne-là surtout, qu'il a hérité du parti de Rawlings, qu'il soit quelqu'un de strict, de ferme par rapport aux intérêts des Ghanéens et par extension par rapport aux intérêts des Africains. Nous n'arrivons pas à comprendre que c'est lui qui se laisse aller à ce jeu. On pourrait comprendre que d'autres chefs d'État qui ont rejeté les chefs d'État de l'AES puissent accepter parce qu'ils sont des valets locaux, parce qu'ils n'ont Dieu que pour ces Occidentaux et ces Américains, mais nous n'arrivons toujours pas à comprendre pourquoi le président ghanéen se met dans ce jeu-là. Parce que nous savons pertinemment que ne serait-ce qu'une petite once de souveraineté et de panafricanisme vrai, je dis bien du panafricanisme vrai, pas de façade, il n'allait pas accepter d'accueillir des renégats. Voilà, parce que lorsqu'on parle de partenariat, même si vous avez un partenariat militaire et économique, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, ça devient aberrant qu'on se base sur ces partenariats-là et puis accepter de tels comportements. Au contraire, ce sont ces partenariats-là qui devaient nous pousser à dire non à ces éléments-là, à leur faire comprendre que de toute façon, vous défendez vos territoires, c'est de cette même manière que nous défendons nos territoires et nous soutenons la dynamique des États de l'AES que nous trouvons exemplaire et c'est sur cette base-là qu'ils devaient dire non. Mais comme je l'ai dit, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi le président ghanéen accepte cela. Et notre interpellation à leur égard, c'est de se ressaisir, c'est d'être souverain, d'être digne et de mettre en avant l'Africain et non les intérêts des Occidentaux. Parce que je pense que nos chefs d'État pensent le plus souvent que c'est en faisant les courbettes, en acceptant de les servir, que peut-être ils vont être sincères ou peut-être honnêtes avec nous. Loin de là, les Occidentaux avec les Américains n'ont jamais été sincères avec les Africains. Pour eux, ils voient l'Afrique comme un endroit à piller, un endroit à exploiter, un endroit où il faut se débarrasser des autochtones qui pour eux sont des sauvages, sont des moins que rien, sont ceux-là qui ne sont pas humains. Et c'est là-bas on doit tout déverser et lorsqu'on a besoin de leur richesse, il faut aller piller. Donc du moment qu'un chef d'État arrive à mettre cela en tête, il ne pourrait pas se laisser manipuler par ces gens-là. Quel est ce bien que les États-Unis pourraient donner au Ghana qui peut sauver sa dignité en acceptant ces renégats? Imaginez un instant que ces gens-là commencent à commettre des crimes que les États-Unis ne voulaient pas qu'ils commettent à leur niveau. Que deviendra la sécurité ghanéenne? Et par extension, que deviendra la sécurité en Afrique de l'Ouest, du moment déjà où les États de l'AES sont confrontés au terrorisme? Moi, je me pose la question. Un des intervenants l'a dit ici. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de déverser des mercenaires sur le territoire africain pour leur permettre d'attaquer de plus manière les États de l'AES? C'est des interrogations qu'on se pose. De toutes les façons, vous avez dû constater que les États de l'AES sont en train de prendre en tout cas leur marque, d'ailleurs en voulant quitter de la CPI, en mettant en place la Cour pénale de justice des États du Sahel. C'est des initiatives comme ça que nous voulons que les autres autorités des autres pays emboîtent. Parce que c'est en ce sens-là que l'Africain sera africain lui-même et qu'on pourra traiter nos dossiers nous-mêmes au lieu de compter sur des institutions qui ne sont pas créées pour nous. Et lorsqu'on parle de droits humains, lorsqu'il parle de panafricanisme, de solidarité et de droits humains, c'est la partie droits humains là même qui m'énerve encore plus. Depuis quand les droits humains autoproclamés ont aidé les Africains? Des inondations se sont passées ici. L'exemple de l'AES est palpable. Au moment où les terroristes assassinaient les vieux, les vieilles, les enfants, les droits humains n'ont pas parlé, Human Rights Watch n'a pas parlé. C'est lorsque nos soldats ont pris l'ascendant sur les terroristes qu'on nous parle de droits humains. Mais c'est de la même manière, on doit les faire comprendre, mais sur les vertus des droits humains, gardez-les chez vous. Si nous, Africains, on peut les aider, on va venir voir ceux-là qui peuvent être utiles aux Africains, on va les prendre.
Pourquoi c'est ceux-là qui ne sont pas utiles aux Américains qu'on envoie chez les Africains? Ou bien c'est nous, on n'a pas le droit au développement. Donc c'est un peu ça notre inquiétude. Un chef d'État que nous avons beaucoup aimé à son arrivée, à travers ses allocutions, un chef d'État que nous nous sommes engagés, surtout à travers l'injonction de notre président, à soutenir. Et d'ailleurs, il faut noter qu'au Burkina, ici, si on dit on fait, on aide d'une manière ou d'une autre, mais avec ces genres de comportements, ça nous refroidit. Ça refroidit notre élan d'ouvrir les bras et d'essayer d'œuvrer comment on peut aller. Parce que 1000 Burkinabés, 1 million de Burkinabés dans un pays, lorsqu'ils décident d'agir pour le bien du pays, ils vont le faire, soit physiquement dans leurs travaux, soit économiquement dans leur échange commercial, soit d'une autre manière, mais ils vont contribuer s'ils le disent qu'ils vont le faire. Mais ces comportements nous inquiètent parce que nous, on a peur que ce ne soit des mercenaires qui sont en train d'envoyer. Et voilà d'où notre incompréhension du président ghanéen. Pardon, je reste avec vous. Inassi Adama, vous l'avez dit en vos propres mots. Est-ce que, dans le fond, il est donc clair que le président ghanéen serait donc très loin, effectivement, de cette démarche panafricaniste et rentrerait notamment dans cette... et assumerait clairement, on va le dire, la politique de son prédécesseur Nana Akufo-Addo, vous l'avez rappelé, qui était très proche des milieux france-africains et qui était dénoncé à son temps comme étant un véritable collaborateur de la France-Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression de quitter finalement d'une forme d'ingérence à la France-Afrique à une autre influence beaucoup plus nocive, celle donc américaine avec l'arrivée de l'actuel président ghanéen? En tout cas, les derniers événements nous laissent penser cela, parce que ce soit la France-Afrique, que ce soit l'influence américaine, aucune de ces influences-là ne cherche les intérêts des Africains, mais c'est plutôt la soumission des Africains. Et c'est un comportement impérialiste, ça c'est clair. Maintenant, avec Nana Akufo, on a clairement vu que c'était la soumission totale. Mais on a vraiment espéré que le Dramani vienne avec une nouvelle dynamique beaucoup plus panafricaine. Mais nous voyons que avec ces derniers événements, ça ne semble pas être ce que nous pensions. L'erreur est humaine, certes, mais nous attendons de voir qu'il se ressaisisse parce que les rouages de la gestion étatique aussi, certes, il est le chef d'État, mais si ses conseillers, ses ministres et autres chefs d'institution ne sont pas dans la même dynamique que lui, il va falloir qu'il soit beaucoup plus fort et qu'il soit vraiment beaucoup plus strict et pragmatique. Sinon, nous voyons que, en tout cas, la dynamique est en train de s'inverser. Peut-être lui peut se dire que c'est du panafricanisme ou c'est de la solidarité, mais nous ne voyons pas ça en solidarité et ça inquiète du moment où ça tend vers une autre forme de soumission et qui peut-être défend plus les intérêts des autres que les intérêts des Ghanéens et des Africains de manière générale. Donc, on ne peut pas le confirmer d'emblée, mais ça laisse l'impression que c'est une autre forme de soumission semblant à la soumission à la France-Afrique. Merci infiniment à vous. Docteur Achille, que je vous retrouve. C'est une démarche américaine qui est pourtant récusée à travers le continent africain, mais qui trouve quand même un écho favorable. Les Swatini, l'Ouganda, le Ghana, on en parlait. Alors la question, peut-être pour s'en inquiéter, c'est de savoir à qui le tour. Pourquoi est-ce que l'on ne s'arrête pas effectivement pour pouvoir dénoncer une approche assez mesquine de la part des États-Unis, peut-être même cruelle, parce que c'est un projet qui viserait désormais à pouvoir déraciner en tout cas les Africains? Pourquoi ne pas, dans une démarche beaucoup plus humaniste, engager la démarche pour un transfert, pour une expulsion dans ton pays d'origine, mais dans une forme de... D'ailleurs, il appelait cela une politique de troisième pays que l'on pourrait désormais, on va dire, arbitrairement attribuer aux individus à travers le monde. Pourquoi cette démarche, ma foi, cruelle, vous l'avez dit, continuer à gagner de l'espace, continuer à gagner du terrain, malgré les sonnets d'alarme qui sont effectivement tirés ça et là?
C'est toujours la pauvreté mentale de nos dirigeants, la pauvreté stratégique, la pauvreté géostratégique, n'est-ce pas, de nos dirigeants n'est-ce pas, qui se laissent aller, n'est-ce pas, à des propositions dont vraiment on ne voit vraiment pas l'intérêt réel. Hein. C'est-à-dire que vraiment, quand vous regardez le fond, le Ghana dit qu'il a accepté Par de travailler aux solidarité. États-Unis. Pardon? Oui, allez-y, docteur, pardon. Oui, le Ghana dit qu'il a accepté sans contrepartie financière. Ouais. C'est ça que je ne comprends pas. Et vous faites tout ce travail pour rien. Bon, et vous ne dites pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une contrepartie quelque part quand même dans cette affaire, non? Ça ne peut pas être gratuit comme ça. Est-ce que c'est la réduction des tarifs douaniers? Je ne sais pas quel est le niveau du tarif du Ghana. Il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est seulement en Afrique qu'il y a ce genre de proposition? Est-ce que ces propositions ont été faites en Amérique du Sud, en Asie, etc. Pourquoi c'est toujours en Afrique que cela se passe? Alors, j'ai l'impression que véritablement, nous acceptons la position qu'on nous donne. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas bon et vous acceptez ce que cette personne a dit de vous. Non, il ne faut pas accepter ce que ces gens nous disent. Ce n'est pas vrai. Et donc, c'est mental, c'est difficilement compréhensible. Parce que évidemment, ça va perturber. Docteur, oui, tout à l'heure, vous avez souhaité connaître en tout cas les tarifs douaniers qui sont imposés par le gouvernement de Donald Trump au Ghana. Alors il faut dire que le Oui. 2 avril 2025, le président Trump a imposé donc un tarif, du moins des pays avec lesquels il n'y a pas une forme d'opposition, de conflit, un tarif universel donc de 10% sur les importations Voilà. de tous les pays, y compris donc notamment le cas du Ghana. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas une question de tarif non plus. Donc c'est clair que quelque part, il y a des dessous qui ne sont pas clairs dans cette affaire. Et le président et les Ghanéens de nous dire que non, c'est pas plus panafricanisme, pas plus droit de l'homme, qu'il ne veut pas laisser les Africains arriver en Afrique, n'est-ce pas, et ne pas avoir où être logé, nourri, etc. Traitement. Et bon, ça c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau, ça c'est des histoires qu'on ne peut pas avaler. Je pense qu'il faut que les Africains soient plus solides que cela. C'est-à-dire qu'on leur dise non, ça ne nous intéresse pas. Vous leur dites non, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas dans ce genre d'affaires. L'Afrique cherche sa voie. L'Afrique a beaucoup à offrir au monde aujourd'hui. On ne va pas se laisser distraire avec des sujets, n'est-ce pas, périphériques, n'est-ce pas, qui vont prendre notre énergie pour rien. Ça, c'est un débat que les officiels ghanéens se sont créés eux-mêmes qui ne servent à rien, qui ne leur servent à rien. Hein? Le Nigérien est là. Si vous avez les Nigérians, ils rentrent dans leur pays. Pourquoi est-ce que c'est vous qui devez accueillir les Nigérians pour qu'ils transitent? Quelle est cette histoire-là? Ça veut dire que quelque part, il y a un anguille sous roche qu'on ne nous dit pas et probablement on le saura un jour ou l'autre. Mais ça n'a pas de sens. Des Gambiens sont là, il y a un Gambien parmi eux, il y a 13 Nigérians. Bon, pourquoi ils ne vont pas directement chez eux? Est-ce que le gouvernement nigérien les a refoulés, a refusé? Si le gouvernement nigérien a refusé Alors d'accueillir sur le ces cas, gens. docteur, sur le cas de ces Nigérians dont vous évoquez, il y a que dans le fond, ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas effectivement arriver dans leur pays parce qu'ils estimaient qu'ils avaient des antécédents avec le régime en place. Ils avaient humblement souhaité notamment être accueillis ou alors résider calmement au Ghana. Sauf qu'une fois arrivés au Ghana, ils ont été obligés, je dis pour le cas ghanéen, pour le cas de ces expulsés nigériens, ils ont été obligés de regagner leur territoire d'origine, à savoir le Nigeria. Une fois là-bas, eh bien, ils ont fait face notamment à passez-moi l'expression, à la violence de l'État en face, ce qui les a donc amené effectivement la presse locale à dénoncer la démarche ghanéenne. Bon, alors vous voyez qu'à la fin, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'ils rentrent tous au Nigeria, parce que le Ghana ne va pas les accueillir indéfiniment. Tout à fait. Hein, donc, voilà, donc, alors, si c'est parce qu'ils se sentent menacés par le pays d'accueil, leur pays d'origine, le Nigeria, eh bien qu'ils n'est-ce pas, trouvent les voies et moyens pour exprimer
cette peur-là de façon... enfin, je pense qu'il y a des avocats qui ont travaillé dessus, qui soutiennent que les expulsés, n'est-ce pas, bon, d'après ce que je vois, les expulsés ont été détenus au Ghana sous surveillance militaire, dans des bases, n'est-ce pas, qui n'étaient pas très claires et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des voies de recours sur le plan de la justice au niveau des États-Unis. Hein, c'est tout ça qu'il faut voir. En tout cas, je crois que le Ghana s'est mis, n'est-ce pas, dans une position qui n'est pas la sienne. Elle doit changer de fusil d'épaule et revenir à de meilleurs sentiments et laisser les États-Unis traiter directement avec les pays dont sont originaires, n'est-ce pas, ces personnes qui seraient, n'est-ce pas, sous le coup de la loi. Alors, donc, moi, je pense que c'est cette approche qu'il faut faire. Parce que, comme j'ai dit tantôt, si on permet cela, les Européens, ils sont tout prêts hein, de vous déverser toutes les cohortes de criminels, n'est-ce pas? Parce que si les États-Unis réussissent cela et que ça devient quelque chose de normal, eh bien, on va recevoir n'est-ce pas, tous les criminels du monde. Hein, ça va être déversé par ici, et puis un peu comme les déchets toxiques, n'est-ce pas, qu'on a vu, ça va être les hommes, des criminels de tout genre, qui vont même certains alimenter, parce qu'on a des circuits terroristes qui existent dans toutes ces zones-là, du Sahel, n'est-ce pas, toute l'Afrique, il y a des circuits terroristes qui ajoutent, qui existent, qui sont même financés par n'est-ce pas, des ONG européennes et américaines. Et donc, tout ceci peut être également une autre stratégie pour renflouer, n'est-ce pas, les rangs des terroristes et même financer également, n'est-ce pas, ceux qui forment ces terroristes-là. Et donc, tout ceci, c'est pour continuer à maintenir l'Afrique dans des égarements, dans des dépenses inutiles par rapport à leur, n'est-ce pas, par rapport à la population, par rapport au développement de leur pays, par rapport à l'industrialisation de l'Afrique. Et donc, on ne devrait pas accepter cela. Et je continue à dire que l'Union africaine a un rôle à jouer. Ils doivent, n'est-ce pas, dénoncer cela avec la plus grande énergie. Et ça, c'est pour dire que non, nous ne pouvons pas accepter ce genre de transactions qui, n'est-ce pas, nous ramène à l'époque de l'esclavage. On a connu les pays comme le Libéria, la Sierra Leone, qui étaient des dépôts, même le Haïti, des dépôts d'esclaves, etc. Et on les a traités comme on les a traités aujourd'hui. Ils sont comme ça. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays qui font qu'effectivement on se pose des questions. Donc je pense qu'il ne faut pas accepter ce principe. Hein. Moi, je suis très ferme là-dessus. Parce que c'est une porte ouverte à toutes sortes de trafics humains, de trafics financiers, etc., etc. Donc, moi, je suis très à l'opposé de cette manière de fonctionner-là. Merci infiniment. Pardon, professeur Tapie, je vous retrouve et je voudrais, cette fois que l'on essaie de poser la réflexion à l'effet donc de s'opposer à cette haute forme de déportation visible, officielle, portée cette fois-là officiellement par les États-Unis d'Amérique. Le docteur convoquait le rôle clair de l'Union africaine. Ben, vous, comme moi, nous connaissons bien entendu qu'elle est totalement inféodée si lorsqu'elle n'est pas véritablement pilotée de l'extérieur. En l'état actuel, quelles sont les marges de manœuvre dont dispose le continent à l'effet de s'opposer véritablement à la démarche américaine? Bien, merci. Déjà, votre émission participe à une prise de conscience. Et c'est très important parce qu'il y a quelques années encore en arrière, une dizaine, quinzaine d'années, les Africains allaient subir, ils allaient se retrouver sur le continent avec des individus qui sont venus, qui sont dangereux. On n'aurait jamais su. Donc, c'est cela, nous saluons l'avènement de votre chaîne et d'autres chaînes panafricaines. Déjà, donc, ça a un travail de fond qui est en train d'être fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas ma modeste personne, mais comme je fais partie du panel, c'est le fait que vous choisissez des panels des gens qui ont envie de parler des problèmes de l'Afrique et pour l'Afrique. Parce que notre objectif, ce n'est pas, on ne se bat pas contre, nous on se bat pour l'Afrique. Comme je le dis, une mère de famille, elle ne déteste pas les enfants des autres, mais elle aime ses enfants. Et nous, c'est dans cette perspective que nous nous voyons. Donc déjà, le fait d'en parler, le fait que certainement d'autres chaînes en parleront, c'est une bonne chose. Il y a une prise de conscience des Africains et maintenant des chefs d'État qui sont profondément attachés aux valeurs
africaines, aux valeurs panafricaines qui vont aussi prendre conscience. Nous pouvons imaginer peut-être que, comme l'a dit mon jeune frère Adama, que ça a été des accords qui ont certainement été signés par l'ancien président et que subitement, qui sont opposés au nouveau régime de celui de M. Dramani et que celui-là peut-être se rend compte en réalité que c'était un piège et qu'il peut aussi se ressaisir, comme on le dit souvent dans notre jargon, pour dire, mais attendez, c'est des accords qui ont été signés et qui ne rapportent rien. Parce que la question qu'on pose, qu'est-ce qu'un pays africain gagne dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on gagne? Peut-être à part quelques petits jetons, hein, je ne sais pas, quelques... Bon, je ne sais pas. Parce que pour eux, ça ne représente rien. Quand on nous parle de 310 millions de dollars, on est subjugué à 310 millions. C'est vrai pour un individu, mais pour un État, ça signifie rien. C'est comme une goutte d'eau chaude dans la mer. À part ça, qu'est-ce qu'on gagne? On réfléchit. Prenons le temps, on s'assoit. Moi, je demande aux uns, aux autres, ceux qui le font, qu'est-ce que nous, les Africains, on gagne dans cette histoire? On va donc voir d'abord ce qu'on gagne. Maintenant, ce qui est notre perte, c'est ce que nous avons ici. Hein, que ce soit le docteur Achille et que mon frère Adama et moi-même, nous avons démontré effectivement les dangers de cette, comment on appelle, de cette, je vais dire, de déportation des populations vers nous. Quand on prend même le cas, hein, ce qui se passe au Ghana avec les Nigériens, le Ghana n'a pas frontière avec le Nigeria. Pourquoi est-ce qu'on doit envoyer des Nigériens là-bas? Et puis, si ces Nigériens avaient envie d'aller au Ghana, pourquoi aller si loin? Ils pourraient partir du Nigeria, arriver au Ghana. Mais c'est parce qu'ils ont envie d'aller ailleurs. Et donc, on respecte au moins cette situation. Et puis, pourquoi leur faire faire? Généralement, je pense, ces personnes-là, quand on les envoie dans ces pays africains, vraiment dans des conditions déplorables. Ça, c'est un fait. Maintenant, les autres qui sont envoyés, on l'a vu, il y a aussi, ce n'est pas seulement le cas du Ghana, je vous ai parlé du Rwanda et autres, je vous ai parlé de l'Eswatini, enfin, c'est l'ancien Swaziland. Donc, pour prendre le cas de l'ancien Swaziland qui est maintenant au Wasatini, eux, ils sont levés comme ça, on leur a envoyé 5 migrants des États-Unis. Et c'est le Rwanda qui a véritablement, lui, signé un accord parce que Paul Kagame, lui, il a vide d'argent. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un peu d'argent. Pas pour nos frères, nos parents au Rwanda, mais pour lui-même, sa famille. Ça dit que cet argent, quand on dit ça vient, une grande partie est dans les comptes offshore ou bien dans les comptes aux États-Unis. Et donc, le reste, il applique la décision qui consiste à accueillir tous ces gens, qui, la plupart, ne sont pas des gens de bonne moralité. Même si on peut reconnaître que peut-être certains ont commis peut-être un crime contre leur volonté. Tout à l'heure, le docteur Achille l'a dit, quelqu'un passé aux États-Unis, vous avez ce qu'ils appellent, je pense que le docteur me donnera toutes les informations, c'est ce qu'ils appellent, je crois, le 3e acte, un truc comme ça, le nom m'échappe, c'est-à-dire que pour ne pas aller en prison, si vous allez 3 fois, donc vous êtes obligé de signer une convention pour ne pas qu'on vous condamne à mort. Donc même si vous avez volé simplement une cigarette après une manque, la 3e fois, si on vient, on est capable de vous condamner presque à perpétuité. Je parle sous le contrôle du docteur. Et donc, ce qui fait que les prisons aux États-Unis, beaucoup d'Afro-Américains, ils y sont. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être condamnés. Donc, ça veut dire que vous arrivez à salir votre casier judiciaire pour rien. Et la dame qui était candidate aux États-Unis a été une championne quand elle était dans sa zone. Bref. Donc, nous, la question qu'on pose, qu'est-ce qu'on gagne véritablement dans cette histoire? On ne gagne absolument rien. Alors, pourquoi envoyer ces gens-là ici, en fait, sur le continent africain? En même temps, vous avez le paradoxe, on l'a vu lorsqu'il y a eu la situation au Niger, les États-Unis envoyaient n'importe qui, n'importe quel, comment on appelle, mercenaire, et signaient sur un papier comme ça avec les Américains pour dire qu'il suffit simplement que le gars présente un document qui montre qu'il est américain, on n'a pas besoin d'être signé. Vous voyez? Ah oui, on l'a vu ici, le président Tchani l'a dit, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc, pour vous dire qu'en réalité, on peut envoyer des militaires pour faire n'importe quoi chez nous, mais quand il y a d'autres gens qui sont chez eux, on veut nous les envoyer, je ne sais pas pour faire quoi encore. Et Adam l'a dit, ces gens-là, ça fait parce qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie notre histoire. Aujourd'hui, quand les gens s'asseyent pour parler des Africains qui auraient vendu des gens, on oublie qu'il y a eu d'autres personnes, notamment, je ne sais pas pour indexer les métis, mais puisque moi-même, dans ma famille, il y a des métis,
Mais en fait, c'est quoi? C'est que quand on violait, par exemple, une de nos mamans, une de nos ancêtres, on la violait, l'enfant qui naît, on l'arrache à sa mère, on va l'éduquer en lui faisant croire que sa mère est telle, 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 ou bien ses ancêtres africains étaient tels. Donc, quand il naît, c'est quelqu'un de révolté. Et quand on l'envoie en Afrique, il est plus méchant que les autres, parce que lui, c'est une forme de rancœur qu'il a envie. C'est comme ça qu'on a envoyé un certain nombre de personnes. Vous pouvez fouiller dans l'histoire. Beaucoup de gens on a créé des îles spéciales dans lesquelles on a mis des métis à qui on a fait croire qu'effectivement, ils sont rejetés par leur propre famille. Quand on était encore plus jeune, on nous racontait cette histoire. Et ici, quand vous causez avec des métis, oui, nous, on n'est pas bien en Occident, en Afrique non plus, on n'est pas bien joli, donc vous racontez des histoires. Souvent, la plupart des métis dont les Africains ne veulent pas, c'est parce que la femme a été violée. Je me demande quel viol on peut accepter. Bon, même s'il y a un enfant qui naît là, il faut savoir qu'au niveau de la famille, ce n'est pas quelque chose souvent qu'on accepte au départ. Ouais. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, la plupart de ces gens qui viennent là, on ne sait pas comment ils ont été travaillés. Et quels sont ces gens de bombes qui vont, à un moment donné, exploser. On nous les envoie comme ça, sous prétexte que nous sommes cupides, on a beaucoup d'argent. Quel argent même, en fait, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, c'est là où il est plus que nécessaire de la question du panafricain. Il ne faudrait plus que ce soit un 20 mots. Et c'est pour ça que je vais saluer mon jeune frère à travers lui, qu'il transmette ses salutations au président, comment on appelle, Traoré. Nestor Podassi. Ouais, non, je parle à Nestor Podassi et au président Traoré, qui ont, le président a signé un décret pour dire que tous les Africains vont aller au Burkina Faso sans, comment on appelle, sans visa. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, ce sont ces vrais enjeux. Mais on est là en train de faire des choses qui sont contre les intérêts des Africains. Aujourd'hui, ce qu'on devait faire, c'était aujourd'hui l'Union européenne, l'Union africaine. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une structure qui n'existe que parce qu'elle est là pour distraire les Africains. Elle ne prend aucune décision. Quand il y a des problèmes cruciaux en Afrique, on ne voit jamais l'Union africaine. La seule fois où j'ai peut-être un peu... c'est quand ils ont parlé de la taille normale de l'Afrique. Mais là encore, ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative. Quand vous allez sur les sites dont ils m'ont parlé en 2063, j'ai dit, mais nous sommes en 2017. Et quand vous leur parlez, ils parlent de 2063. Mais pour qu'on arrive en 2063, il faut qu'on vive au moins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, donc ces structures-là ne sont pas là. Donc pour dire que l'action que vous menez aujourd'hui, en permettant qu'on en parle, si même je n'étais pas sur cette scène, ce n'est pas grave, mais d'autres en parlent, c'est une forme de sensibilisation. De toute façon, il y a un certain nombre de chefs d'État qui vont prendre conscience, qui, assis à eux, on avait fait cette proposition, vont réfléchir peut-être une ou deux fois au moins avant de décider. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils seront ici dénoncés. Que ce soit moi ou d'autres frères ou d'autres soeurs qui viendront sur votre panel, sur d'autres chaînes, ils seront dénoncés par là qu'ils posent. Parce que quand nous regardons, nous faisons l'équilibre, la question est, qu'est-ce qu'on gagne? Que gagne l'Afrique dans cette histoire? Le fait qu'on déporte des personnes qui ne sont pas originaires d'Afrique, par exemple. Ou bien, si on veut le faire, il faut que l'Union africaine, qui, bon, malgré son Sénat, au moins peut prendre au moins une fois la décision. Nous espérons qu'au niveau de l'Union africaine, un jour, il y aura peut-être quelqu'un, comme ça s'est passé au Burkina, avant le président Traoré. Il y a eu d'ailleurs Sankara, mais avant eux, il y a eu des gens qui sont là, qui ont pataugé, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils arrivent et leur leadership donne un peu cette dynamique dans laquelle nous sommes. Peut-être qu'on aura la chance un jour d'avoir la tête de l'Union africaine. On avait cru à l'époque à la dame sud-africaine, mais bon, on sait qu'il y a tellement de pesanteurs, mais quelqu'un qui va venir vraiment indépendant du système et qui va dire stop, 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 et donner une autre, comment on appelle, dynamique, une autre trajectoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux plus importants. Comme on le dit, on ne va pas... la question géostratégique, on en parle très peu. On va aller faire des réunions. Ça dit quelque chose qu'on peut résoudre dans 2 minutes. On va faire des grandes réunions rien que pour ça. Vous imaginez le président Traoré aurait appelé les gens, venez, on va se réunir pour qu'on puisse accorder le visa. On va prendre 6 mois rien que pour ça. Alors qu'il a pris un décret, tac, 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 c'est parti. Donc c'est ça. Le président, comment on appelle le président du Mali a appelé ses confrères en une journée, le 16 septembre 2023, ils ont signé un accord pour dire qu'on met en place, comment on appelle, l'AES. C'est dynamique. Après, l'AES est devenu une fédération. Non, pardon, comment on appelle, enfin, qui va devenir une fédération, mais on est dans les États fédérés. Vous voyez, c'est dynamique. Mais les autres, on va prendre un temps pour dire on va faire ça. On va encore prendre 6 mois, ou bien même 1 an, ou bien 2 ans, 3 ans. On vient encore pour compléter la signature. Vous voyez qu'il y a une forme de lourdeur. Aujourd'hui, plus que jamais, pour que nous puissions
avancer, il nous faut des dirigeants vraiment qui ont une vision panafricaine, qui pensent d'abord à l'intérêt du continent, à l'intérêt de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que je finis par ça. Moi, quand quelqu'un me demande, tu viens d'où? Je dis, je suis africain, je viens de l'Afrique. Quand il insiste, je suis BT de l'Afrique. Pourquoi? Parce que je ne veux plus accepter les enclos coloniaux. Je suis ivoirien. Ce sont les éléments qui nous dispersent. Je suis camerounais, je suis angolais, je suis ça. Moi, je suis africain. Point. Merci infiniment, professeur Tapé Gobera. Vous êtes donc BT, vous venez du continent africain, c'est cela l'essentiel. Alors, Inès Adama, je vous retrouve quelle recette pour tenter de contrecarrer, on va dire, ce qui est considéré par certains comme étant une véritable barbarie américaine. Beaucoup ont d'ailleurs demandé que les États africains puissent véritablement mettre sur pied une politique de réciprocité à l'effet donc de pouvoir faire à savoir de pouvoir amener peut-être les États-Unis à une position beaucoup plus raisonnable dans une démarche on va dire assez guerrière. Quelle recette donc pour l'Afrique au moment où nous sommes finalement la risée de tout le monde? On est pratiquement le seul peuple au monde qui est marginalisé, qui est finalement à la solde des puissances, mais fatalement, sans que, en tout cas, les leurs, parlant de nos dirigeants, ne puissent véritablement prendre la pleine mesure d'une telle humiliation que l'on fait davantage subir aux citoyens africains au XXIe siècle. Eh bien, il n'y a pas de recette miracle que nos prédécesseurs n'ont pas déjà mise en avant. Le capitaine Thomas Sankara disait en son temps il faut que nous acceptions vivre africain, la seule manière de vivre digne et libre. Et pour accepter de vivre africain, il faudrait qu'on décolonise nos mentalités. Et il a clairement dit, la pire manière d'être colonisé, c'est la colonisation mentale. Alors, sur ce, il n'y a pas de recette miracle. Et le professeur Joseph Kizerbo le disait, on ne développe pas un pays, on ne développe pas un continent. Un continent se développe. Et pour se développer, il faudrait que nous acceptions faire confiance à nos valeurs endogènes, faire confiance en nous-mêmes et faire confiance en nos capacités. Moi, je pense que c'est ce problème de colonisation mentale et de manque de confiance en nous-mêmes qui font que nous acceptions toute proposition unique soit-elle, nous les acceptions facilement, pensant que ça peut nous apporter quelque chose. Le doyen Tapé l'a dit, qu'est-ce que ça nous apporte? Mais le moment où on va faire confiance en nous-mêmes, on va faire confiance en nos valeurs endogènes, on va faire confiance en nos compétences et chercher à nous développer et non chercher qu'on nous développe. C'est en ce moment que nous serons capables de dire non. Permettez-moi de le dire, l'AES est un exemple concret de ce que nous sommes en train de dire. Nous ne cherchons pas ailleurs pour nous développer, mais nous cherchons dans nos propres valeurs pour nous développer. Et si les autres chefs d'État pouvaient emboîter le pas, je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Nos prédécesseurs l'ont déjà étalé devant nous. Les Kwame Nkrumah, les Joseph Kizerbo, Thomas Sankara, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, Rollins, ils ont donné des solutions. Il nous suffit seulement d'appliquer ces recettes-là et nous allons voir clair dans notre avenir. Mais si nous pensons que la solution vient forcément de l'extérieur, vient forcément de l'Occident ou des États-Unis, nous serons toujours à leur pied à accepter leurs restes et voir leurs déchets sur notre continent et nous compromettre et compromettre aussi nos générations futures. Donc pour nous, c'est de puiser dans nos valeurs endogènes, puiser dans les propositions de nos prédécesseurs, faire confiance en nous-mêmes et accepter qui nous sommes. Comme je l'ai dit, je termine par cela, accepter vivre africain, la seule manière de vivre digne et libre. Merci. Il faut donc, on retiendra de ce que vous avez dit qu'il faut tout faire pour, bien entendu, permettre au continent africain de se développer par lui-même et non donc de dépendre de quelques aides de développement qu'elles soient. Docteur, on va refermer cette séquence de réflexion avec vous avant d'évoquer la situation du côté de la Tanzanie. Que doit-on retenir donc de tout ce qui a été évoqué dans le cadre de cette démarche américaine qui vise donc à expulser les Africains qui seraient donc dans une position assez indélicate du côté des États-Unis?
Je pense qu'ils doivent traiter, les gouvernements de ces pays-là doivent traiter directement avec l'administration Trump et leur faire savoir directement, clairement, que si vous avez des ressortissants de nos pays, de mon pays, par exemple, le Cameroun peut dire, si vous avez des ressortissants camerounais, que vous devez, n'est-ce pas, renvoyer pour X, Y raison, envoyez-les chez nous directement, il n'y a pas de problème, on va les accueillir et on va s'occuper d'eux. On ne va pas laisser des Camerounais, n'est-ce pas, être trimballés, je ne sais pas, on les envoie au Ghana ou en Eswatini, hein, ils vont partir de là avant. Non, c'est très belle les gens. Les gens, ce sont ce sont des gens qui ont des familles parfois. Ah, c'est pas ils ont des familles aux États-Unis, certains ont des familles en Afrique. Ce sont des hommes d'un certain âge, parfois, certains qui sont malades, qui ont contracté des maladies en prison, qui ont des difficultés, d'autres qui sont en situation illégale, mais qui sont malades, qui ont des... Donc, il faut les traiter normalement et les renvoyer chez eux. Mais docteur, est-ce que vous êtes effectivement du côté des États-Unis? Est-ce que la communauté africaine, elle s'en indigne? Est-ce qu'elle manifeste? Est-ce qu'elle essaye véritablement de faire blocus à l'effet donc de pouvoir tenter peut-être de faire reculer l'administration Trump autour de ce projet unique? Bon, je ne suis pas au courant d'activités de ce genre. C'est possible qu'il y en ait, parce que ce pays est un pays, c'est un continent. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites parfois dans plusieurs États, dans différents États, et donc parfois on n'est peut-être pas au courant. Mais je ne doute pas que cela puisse exister, parce que le dynamisme africain est de plus en plus très pertinent ici, vu le nombre, n'est-ce pas, que nous sommes déjà, et le niveau de connaissance, le niveau de contribution que l'Afrique aujourd'hui en Amérique fait, par exemple, par rapport n'est-ce pas, à l'évolution sociétale américaine. Hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a quand même du poids. De plus en plus d'Africains postulent pour des postes électifs, n'est-ce pas, dans des États comme gouverneur, à toutes sortes de positions, hein, secrétaire d'État, etc. Il y a beaucoup d'Africains qui ont ces rôles aujourd'hui dans plusieurs États aux États-Unis, donc ça leur donne un pouvoir n'est-ce pas, de décision sur un certain nombre de choses qui peuvent donc impacter les politiques générales au niveau fédéral. Alors donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des initiatives de ce genre. Mais je pense que nos États eux-mêmes doivent être déjà disponibles à pouvoir recevoir leurs ressortissants, n'est-ce pas, sans créer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle sans créer d'autres problèmes à ces gens-là qui en souffrent déjà à partir de la situation dans laquelle ils se trouvent ici. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter que ça puisse se faire de commun accord et qu'une fois arrivé en Afrique, qu'ils ne soient pas maltraités par les dirigeants et moqués même, parce qu'on dit, bon, vous êtes parti croyant trouver votre paradis, arrivé là-bas, vous n'avez rien fait, vous n'avez pu que commettre des crimes, alors vous revenez ici, nous on va vous maltraiter, etc. Les gens vont se venger d'une certaine façon, ou bien ils vont être raillés, il y aura des railleries par rapport à cela. Donc tout ça, il faut éviter ça, parce que c'est les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos États qui forcent certaines personnes à prendre des décisions, comment dire, trop risquées pour leur vie. Certains y arrivent, d'autres pas du tout. On a le cas de Francis Ngannou qui a pris la mer. Il aurait pu se noyer. On n'aurait pas su qu'il y avait un Francis Ngannou qui existait. Il a essayé 7 fois avant de réussir, ce qui montre qu'effectivement, c'est très difficile, n'est-ce pas, de pouvoir réussir dans ces conditions. Et donc, très certainement, il y aura des gens qui ne vont pas réussir. Au lieu qu'ils meurent, eh bien, il serait bon de les accueillir chez eux et donc les traiter de façon digne. Voilà. Merci à vous, très cher Véchon. On va prendre juste une courte transition et on va évoquer la deuxième dorsale de cette réflexion pour tenter de sortir de cette émission Regard dans le monde qui nous est proposée dedans par nos amis de Globos du côté de la Fédération de Russie. On prend cette transition et on vous retrouve derrière pour se faire taper Goubera.
Et voilà, merci de nous retrouver donc au cœur de cette édition. Eh bien, nous nous intéressons actuellement à cet agenda électoral assez chargé, assez fourni, notamment avec des rendez-vous électoraux en veux-tu en voilà. Le cas de la Tanzanie qui aura donc eh bien, un scrutin général le 29 octobre prochain après la disparition eh bien, subite de l'ex-président John Magufuli en 2021. C'est l'ex-présidente Samia Suluhu Hassan qui avait donc succédé au trône. Elle est donc aujourd'hui sur le terrain, d'ailleurs le 28 du mois dernier. Elle a d'ailleurs démarré sa campagne électorale à l'effet donc de porter son parti à l'élection présidentielle dans un contexte où l'opposition crie donc à une forme d'exclusion de ce jeu démocratique. D'ailleurs, le deuxième plus grand parti de l'opposition du pays a vu son candidat Luhaga Pina qui a donc été exclu puis rétabli d'ailleurs par les institutions de son pays. Mais la question de fond essaie de savoir si eh bien, le pays réussira à garder véritablement la même dynamique de souveraineté qu'elle a bien entendu su capitaliser sous le régime de John Magufuli, lui qui avait véritablement tenu tête à l'ordre mondial et permet effectivement à ce pays de se mettre dans une dynamique qui permet aujourd'hui de pouvoir avoir un véritable développement social, économique, mais surtout une diplomatie qui s'affirme au-delà des frontières de la Tanzanie. Professeur, on retrouve avec ce rendez-vous électoral, avec donc notamment, on va dire, ce grand défi qu'attend donc Samia Suluhu Hassan qui a hérité du point de vue institutionnel du pouvoir et aujourd'hui elle est donc attendue véritablement sur le terrain électoral à l'effet de pouvoir continuer notamment à permettre aux Tanzaniens de croire à cette orientation politique dont elle a hérité de son prédécesseur John Magufuli. Avant peut-être de rentrer sur cette élection, professeur, un mot d'abord sur l'homme John Magufuli, son héritage, mais surtout les actions portées par l'actuel président. Est-ce que vous avez l'impression que cet héritage a été véritablement préservé ou il a été clairement galvaudé? Nos frères tanzaniens qui peuvent bien répondre à cela, puisque moi je ne peux parler qu'en tant qu'analyste politique, mais je pense que John Magufuli, c'est un grand panafricain. Voilà quelqu'un qui, en 3 ans de pouvoir, n'a jamais effectué de visite officielle hors du continent africain, même de son pays. Pour vous dire qu'en réalité, nous avons, même si ce sont des enclos coloniaux, la plupart de ces enclos-là, il y a suffisamment d'espace, il faut être en contact avec les populations. On le voit ici avec les dirigeants de l'AES qui sortent très peu, c'est vrai, même s'ils sont des militaires compte tenu du contexte de guerre, mais sortent très peu, qui rendent des visites utiles. Or, sinon, vous avez le cas, parallèlement, par exemple, au président Tshisekedi, qui chaque année fait, je sais pas, des vingtaines de voyages qui ne rapportent rien. Donc, ce président a marqué la Tanzanie. Bizarrement, il y a une mort subite qu'on n'a pas compris. Ben, je pense qu'on ne va pas passer notre temps surtout sur des pleurs. Et nous avons donc Madame Hassan Saouli, j'espère que je prononce bien son nom, qui a pris la relève. Et je pense que de loin, elle a essayé à sa manière au sein, puisque le parti dans lequel elle est issue et les dirigeants qui sont là sont restés et ils ont permis, je pense, d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une question de bon sens, puisqu'on ne peut pas faire l'unanimité. En ce qui concerne les enjeux, et je pense qu'elle est dans la même vision que John Magufuli, qui est une vision qui est endogène. C'est ça, son élément principal, la question endogène. D'abord endogène au sein de la Tanzanie, endogène au sein de l'Afrique. Et pour faire un petit parallèle rapidement avec ce qui se passe, et c'est ce que nous reprochons à beaucoup de dirigeants africains qui ont une vue. Tout à l'heure, le docteur Achille Ekeuil a parlé de 10% des importations. Rien que pour ça, on est capable que les États-Unis veulent imposer, on est capable de vendre pratiquement notre pays. Mais ça, ce n'est rien. Si nous développons nous-mêmes au sein de nos différents enclos coloniaux des dynamiques de commercialisation, ben, on peut se passer de ces 10%. Qu'est-ce que nous allons vendre même aux États-Unis? Ce n'est pas de la ticket, ce n'est pas comment on appelle, du yassa qu'on va aller aux États-Unis. Si on veut le vendre, il y a des choses à vendre ici qui nous servent et qui sont très importantes. Donc, pour ma part, je pense que lors du scrutin qui va avoir lieu,
Tanzaniens vont certainement, au vu de ce qu'elle a fait pour sa réélection, ils vont certainement, s'il a choisi, ça veut dire qu'ils sont contents de la gestion et qu'ils s'inscrivent dans la dynamique dans laquelle John Magufuli avait commencé pour que la présidente Samia Suluhu Hassan puisse continuer. Donc, il reviendrait au Kenya, au Tanzanien de le faire. J'espère qu'on va éviter, tout à l'heure, comme je disais, c'est une parenthèse, on va éviter les histoires où on perd du temps inutile, rien que pour les élections. Les élections en Afrique devaient passer, c'est-à-dire on devait prendre au grand maximum, si c'est trop, 1 mois, et puis on n'en parle plus. On règle ce problème et on avance. Parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont là. Et je pense que les Tanzaniens seront dans cette dynamique. Rapidement, on réélu, s'ils sont contents de l'élection, enfin, de l'élection après la mort du John Magufuli, de Mme Samia, voilà, Assam, ils vont la reconduire et puis les Tanzaniens vont se mettre dans cette dynamique. Et je serais content vraiment que ce soit encore une femme, parce que ça se passe aussi dans le pays d'à côté. Et on voit bien, parce que au niveau du Swaziland, non pas du Swaziland, Eswatini. Swatini. Eswatini. Non, pas Eswatini. Il y a une femme dans un de nos pays qui, tout récemment, a fait ce qu'on appelle l'effet de réciprocité aux États-Unis. Namibie. Namibie, je pense. Ah, la Namibie, merci. Donc, Oui. la Namibie, nous avons une dame, bon, on dirait une dame de fer, mais et qui, par effet de réciprocité, lorsqu'on a expulsé des Namibiens, elle a fait la même chose pour les États-Unis. Vous voyez que, excusez-moi l'expression, des femmes ont plus d'écran des fois que des hommes. Et je suis content peut-être que si celle-là, elle revient, comme elle est en train de finir certainement le mandat de John Magufuli, et je pense qu'elle va s'inscrire dans une dynamique, puisque maintenant elle a tous les pouvoirs, tous les éléments en sa possession, elle pourrait effectivement impulser une autre dynamique, ajouter un grain de sel par rapport à la vision de son prédécesseur, rester dans cette dynamique endogène, c'est-à-dire que l'Afrique d'abord, l'Afrique en priorité. Si maintenant on pense, comme ça se fait ici, hein, qu'on ne peut pas trouver ce qu'on veut en Afrique, on peut alors décider de sortir, mais avec des pays qui sont des véritables pays amis. Voilà ce que je tenais à dire, mais je pense que le dernier mot revient aux Tanzaniens pour ces différentes élections. Ina Sadama, je me retrouve avec donc la candidate Hassan Suluhu qui, quand même, il faut le dire, a hérité d'un poste peut-être qu'elle n'était pas attendue directement, puisqu'elle cela fait suite notamment au décès du président John Magufuli. D'ailleurs, pour ce Tapé Goubera l'a dit, un véritable souverainiste qui priorise d'ailleurs d'abord l'intérêt national avant toute chose. On a vu véritablement comment il a réussi à positionner notamment son pays sur les sujets majeurs en termes de développement, mais surtout en termes d'orientation géopolitique. Est-ce que 4 ans après, on se dit, Madame Hassan Samia a véritablement réussi à tenir la dragée haute? D'abord, il faut noter que si jusque-là, elle a pu terminer le mandat, c'est parce qu'elle a suivi une certaine dynamique et un certain agenda. Et aujourd'hui, quand j'ai tenté de faire une petite recherche, j'ai vu que quelque part, certains sont en train de la fustiger sur la question de démocratie, sur la question d'exclusion de partis politiques et autres. Et lorsque moi je lis ça sur un chef d'État africain, je félicite le chef d'État. Parce que surtout quand c'est quelqu'un qui a remplacé un chef d'État souverainiste, je pense qu'elle est restée dans la même dynamique. Parce que je me réfère aux paroles de Ahmed Sékou Touré qui dit que lorsque les Occidentaux vous applaudissent, c'est que vous avez trahi le peuple. Et du moment où les Occidentaux ne l'applaudissent pas, moi je trouve qu'elle est restée en tout cas dans la défense des intérêts de son peuple. Et étant femme, je pense qu'elle a bien tenu. Et ici, comme Professeur Tapé vient de le dire, cela revient aux Tanzaniens de faire confiance à leurs dirigeants qui prônent d'abord l'endogénéité, mais aussi l'intérêt premier de leur pays. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par ces questions de démocratie, par ces questions d'alternance,
par ces questions d'ouverture, puisque pour les Occidentaux, lorsque on ne traite pas exclusivement avec eux ou avec les Américains, ils trouvent que vous êtes, comment dire, enfermé, vous êtes exclu de la chaîne internationale. Alors que loin de là, d'autres partenaires internationaux sont là, qui ne sont pas dans la dynamique occidentale, mais qui sont dans la dynamique du multipolarisme, qui peuvent mieux traiter avec nos États africains dans le respect de leur dignité, dans le respect de leur souveraineté, sans pour autant forcément se diriger vers les Occidentaux. Donc ici, moi je pense qu'elle est restée dans la même dynamique, et si les Tanzaniens lui font confiance, qu'elle puisse continuer à perpétrer ce dynamisme de souveraineté, ce dynamisme d'endogénéité, mais aussi ce dynamisme de défense des intérêts d'abord des Tanzaniens, mais aussi des Africains de manière générale. Maintenant, après cela, si elle veut sortir, ben, qu'elle prenne toujours exemple sur ceux-là qui ont su défendre leur pays sans pour autant compter exclusivement sur les Occidentaux. Donc, les Tanzaniens auront le choix, tout en jugeant les actes, les actions et en tout cas ce que la dame a bien pu faire, et de voir si elle peut toujours continuer. Et pour nous, ça revient vraiment un peu à nos valeurs, puisque pendant que les Occidentaux ne donnaient pas le droit au vote aux femmes, chez nous en Afrique, en son temps, il y avait des reines qui ont su vraiment diriger des armées, diriger des empires. Et aujourd'hui, les quelques femmes qui deviennent présidents en Afrique nous montrent clairement que nos femmes africaines ont ce leadership, ont ces valeurs pour conduire nos États dans une dynamique vraiment propre aux Africains, souveraine et endogène. Donc on avait Almas Patos, qui est journaliste tanzanien. Marzoma, il a été disponible pour nous accompagner dans cette édition. On va vous redonner la parole, docteur Achille, et que sur on a choisi beaucoup d'intérêt tout à l'heure, effectivement, Inassi Adama, qui pense que lorsque la presse occidentale semble faire courir autour d'un individu, notamment dans un contexte électoral comme le nôtre sur le continent africain, il faut clairement s'en méfier. Le parti ACT Wazalendo, qui est d'ailleurs présenté par la presse hexagonale comme étant la deuxième force d'opposition du côté de la Tanzanie, a donc vu son dossier de candidature être véritablement repositionné par le Conseil constitutionnel du côté de la Tanzanie, ce qui arrange et arrange d'ailleurs la presse occidentale, puisque nous parlons des enjeux. Alors, quelle devrait être la démarche notamment de l'électorat tanzanien dans un contexte où aujourd'hui les agendas, j'y arrive, souverainistes, sont véritablement à la limite plébiscités par les peuples africains? Je ne connais pas très bien la situation de Tanzanie, mais je suis obligé de faire des petites recherches pour savoir que sur le plan économique, ce pays se porte pas mal quand même. En termes de croissance, c'est estimé à environ 5,8%, projeté à 6% cette année 2025. L'inflation est maîtrisée entre 3,1 et 3,4%. Et, n'est-ce pas, comment dire, l'économie est en situation, n'est-ce pas, elle se porte bien. La dette est modérée, on va dire. Et donc, je pense que sur ce plan-là, on peut dire qu'effectivement, c'est un pays qui n'est pas mal géré quand même, qui est bien. Et le souverainisme, c'est le mot d'ordre partout en Afrique aujourd'hui. Hein. Il est clair que l'Afrique a retrouvé sa voie, l'Afrique s'est réveillée, l'Afrique veut se faire entendre, mais il y a beaucoup de pesanteurs dont elle doit se départir. Et ce qui nous empêche de nous libérer, eux aussi font des efforts énormes pour continuer à nous maintenir dans ces chaînes-là. Donc, c'est un travail de rapport de force qu'il va falloir mettre sur pied. Et c'est graduel, mais c'est certain. Donc, je crois que le gouvernement qui sera élu par rapport aux objectifs, par rapport à ce que la population veut, à mon avis, je pense que ce gouvernement de cette dame-là pourra, enfin, madame, cette candidature pourra être reconduite
si tant est qu'elle continue à prôner, n'est-ce pas, les valeurs ou bien les choix de leur population sur le plan de la liberté, sur le plan du panafricanisme, sur le plan, n'est-ce pas, de l'autonomie, n'est-ce pas, de plus en plus d'autonomie de nos pays par rapport aux décisions sur tous les plans que nos États doivent prendre. Je crois que c'est ça qui est l'intérêt ici. Bon, on peut toujours se plaindre qu'effectivement, il y a eu le parti d'opposition majeure a été disqualifié, etc., etc. Bon, je ne maîtrise pas les dessous de cette affaire, mais je crois que pour nous, panafricains, tant qu'un leader est dans la lancée, n'est-ce pas, dans notre lancée, dans notre vision, c'est déjà la chose la plus importante, parce qu'à partir de là, on peut espérer donc bâtir un continent qui va se libérer de toutes ces chaînes qu'elle a subies, n'est-ce pas, depuis plus de 700 ans, peut-être même plus, et donc qui l'ont empêché, n'est-ce pas, de véritablement s'exprimer sur le plan mondial depuis notre rencontre avec les Occidentaux. Donc, vraisemblablement, il semble que, n'est-ce pas, cette dame puisse, n'est-ce pas, réunir l'espoir des Tanzaniens et donc l'espoir de l'Afrique, n'est-ce pas, quant à sa libération. Voilà, merci. Merci infiniment à vous, très chers messieurs. On va donc refermer cette séquence de production liée donc à l'actualité africaine, notamment le cas de la démarche américaine qui veut donc expulser désormais les Africains qui seraient en situation irrégulière sur le territoire américain, avec donc 3 pays qui se sont déjà disposés à l'effet de recevoir ces derniers. Le tout dernier, c'est le Ghana qui fait l'objet de nombreuses critiques, notamment au sein de l'espace et de AO. Merci infiniment à vous, docteur Achille Epé, d'avoir non seulement accepté notre invitation, mais surtout de nous avoir accompagnés avec notamment vos éclairages le temps de cette édition. Merci infiniment pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager le panel avec vous. Merci. Pour ça, taper Grobera, on va refermer. On n'a pas eu notre l'invité tanzanien qui allait effectivement nous permettre d'en savoir un peu plus autour du jeu politique et autres du côté de la Tanzanie. Merci infiniment à vous, très chers messieurs, d'avoir été des nôtres. Votre micro, professeur. Je disais merci à vous pour l'invitation et je salue les frères, le docteur Achille Eke et mon frère Adama Agnès qui ont partagé ce panel avec moi ainsi que tous les nombreux téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci pour l'invitation. Merci Adama, merci infiniment d'avoir disposé du temps, de l'espace, mais surtout voilà, de nous avoir éclairé notamment au sujet de cette véritable brouille entre les États de l'AS, notamment avec le président, la démarche du président ghanéen. Merci à vous, chers amis. À nous de vous remercier, cher monsieur Ndom. Merci également à mes co-panélistes, le doyen Tapé et docteur Achille. Merci à tous les téléspectateurs et merci aussi pour l'invitation. Allez, merci à vous, amis téléspectateurs. Le rendez-vous étant donc pris pour mercredi au cœur donc de cette édition Regard sur le monde qui revient donc autour de ces dynamiques qui eh bien, se dessinent sous nos yeux regardants et les Africains apporteront l'éclairage nécessaire à l'effet de nous permettre de prendre les décisions les plus importantes pour nos destinées. À très bientôt, bonsoir.